La consigne est donc claire. Votez non. Chers compatriotes, le message est simple et sans ambiguïté. Le 21 septembre, vous devez aller voter. Et vous devez voter non. Le boycott n'est pas une option. Depuis Lansana Conté jusqu'à Alpha Condé, l'opposition a appelé à boycotter les référendums. Mais elle a toujours fini par participer aux élections qui ont suivi. Résultat, cela n'a rien changé, car les textes sont restés en vigueur et le peuple a été privé de son droit de s'exprimer. Aujourd'hui, nous devons tirer les leçons de l'histoire. Le boycott est stérile et le non est libérateur. Pourquoi voter non? Nous avons expliqué à plusieurs reprises les raisons pour lesquelles le peuple de Guinée doit rejeter ce projet. La répétition étant pédagogique, je vais ici les rappeler ces raisons avec force. Premièrement, parce que le texte constitutionnel consacre l'impunité. Comme nous le savons tous, l'un des deux mots les plus forts dont souffre le pays est sans nul doute le comportement violent de nos dirigeants tout au long de l'histoire. Le deuxième mal, le plus important dont souffre notre pays, c'est la corruption, c'est le détournement de deniers publics. On a donc compris aisément en 2010 pourquoi dans la Constitution de mai 2010, on avait rendu imprescriptibles les crimes économiques et de sang. Alors que ces mots sont encore en train de s'enraciner dans notre société, la Constitution qui devait nous rassembler, opte pour l'impunité. En effet, l'article 74 accorde une immunité civile et pénale aux anciens présidents et chefs de l'État pour des actes commis pendant leur fonction. En termes clairs, cela signifie que les crimes de sang, les détournements massifs de fonds publics, les violations des droits humains ne pourront plus jamais être jugés si ce projet est adopté. Cet article est rédigé en termes flous et dangereux. Derrière cette ambiguïté se cache une seule volonté: protéger les dirigeants actuels et ceux qui, demain, viendraient confisquer le pouvoir par la force et s'adonneraient à des actes criminels. Cela ne nous ressemble pas. Parce que ce projet affaiblit la justice. Le président nomme les membres de la Cour constitutionnelle. Ce n'est plus un arbitre indépendant, mais une chambre d'enregistrement des désirs du pouvoir exécutif. Parce que ce texte détruit l'équilibre des pouvoirs. Le président peut dissoudre l'Assemblée nationale et le président n'est responsable devant personne. Troisième raison, le danger de l'impunité. Je vais insister sur le danger de l'article 74. Si nous acceptons cette disposition, nous condamnons la Guinée à un cycle sans fin de violence et d'instabilité. Aujourd'hui, ce sont des militaires qui bénéficieraient de l'impunité. Demain, ce sera un autre groupe de militaires.
et ainsi de suite. Cela veut dire qu'aucun crime ne sera puni, que la justice sera définitivement enterrée, que les victimes et leurs familles n'auront jamais réparation. Ainsi, le seul chef de l'État guinéen à avoir été jugé et condamné pour des crimes qui ont été commis quand il était aux affaires restera dans l'annale de l'histoire de notre pays, le capitaine Moussa Dadis Camara. Accorder à l'article 74, l'accepter, c'est saper les fondements de la République. C'est faire du deux poids deux mesures. C'est accepter que le sang des innocents versés depuis 1958 ne compte pour rien. C'est accepter que les bourreaux se promènent librement, protégés par la loi, alors que les victimes gisent dans les cimetières de l'injustice. Une architecture institutionnelle hypertrophiée et ruineuse. Cette constitution multiplie des institutions, Assemblée nationale, Sénat, multiples cours, commissions, conseils, autorités administratives indépendantes. Cela donne l'apparence de la modernité, mais en réalité, c'est une machine lourde, coûteuse et inefficace. Contrairement aux constitutions passées, dans le projet qui nous a été soumis, nous ne connaissons même pas le nombre de députés, ni de sénateurs. Nous ne connaissons même pas ce qu'on met derrière le nom autorité administrative indépendante, ni combien seront ces autorités administratives indépendantes. Tout cela se fait dans un pays où la majorité des enfants manquent d'écoles, de terrains de jeu et d'hôpitaux. Des cours et commissions qui se chevauchent sans réelle utilité, mais qui engloutissent des milliards de nos impôts. Selon des estimations, ces institutions coûteront entre 11 000 et 15 000 milliards de francs guinéens chaque année, soit près du tiers du budget national. En clair, au lieu de financer nos routes, nos hôpitaux, nos enseignants, ce projet de constitution finance les fauteuils, des bureaux climatisés, des voyages à l'étranger, des indemnités et des privilèges de nos hauts commis de l'État. Voilà le vrai visage de ce texte. Et ce visage ne nous ressemble pas. Le pouvoir présidentiel est absolu. Au lieu de nous donner un président, cette constitution nous propose un monarque. D'abord, on commence par allonger le mandat de 5 ans à 7 ans, renouvelable une fois. Cela signifie 14 ans potentiels pour un seul homme, alors que notre peuple réclame l'alternance et le renouvellement. De plus, même si un Premier ministre est prévu, il ne sera qu'un figurant, car le président le nomme et le révoque à sa guise. C'est donc un exécutif concentré. C'est donc un exécutif concentré dans les mains d'un seul individu, sans véritable équilibre. Le président contrôle aussi la nomination des juges de la Cour constitutionnelle, Cour suprême, Cour spéciale, l'organe électoral dit indépendant, mais en réalité placé sous son influence, le budget et les commissions de développement. Résultat, nous aurons un président monarque, maître de l'exécutif, de la justice, du Parlement et même des élections. C'est ce qu'on appelle un hyper-présidentialisme, synonyme d'autoritarisme et de monarchie absolue. Cela ne nous ressemble pas. Des institutions de contrôle transformées en instruments de validation.
Nos institutions de contrôle devraient être nos boucliers. Mais dans ce texte, elles deviennent des paravents décoratifs. La Cour constitutionnelle et la Cour suprême sont sous la main du président, donc incapables de le bloquer, comme ce fut le cas au Sénégal, quand Macky Sall a voulu proroger son mandat par un acte administratif. La Cour spéciale de justice peut être instrumentalisée pour protéger les proches du pouvoir ou réprimer les opposants. L'article 74 offre une immunité civile et pénale absolue aux anciens présidents, même en cas de crime économique, de violation grave des droits humains. Ils ne pourront jamais être inquiétés. Mes chers compatriotes, cela devient à légaliser l'impunité au sommet de l'État. Les libertés fondamentales sont programmées dans ce texte, mais vidées de leur sens. Le projet de nouvelle constitution proclame la liberté d'expression, la liberté de manifestation, le pluralisme politique. Mais dans chaque article, ils ajoutent des conditions vagues, sous réserve de l'ordre public, dans le respect de la cohésion nationale, conformément à la moralité. Ces notions floues permettent d'interdire n'importe quelle manifestation, de censurer un média, de dissoudre un parti politique. En réalité, nos droits deviennent des privilèges accordés par le pouvoir et retirés quand il veut. Des partis politiques deviendront des institutions sous contrôle. Le projet de nouvelle constitution prétend garantir le pluralisme, mais elle soumet la création et le fonctionnement des partis politiques à une autorisation préalable du ministère de l'administration du territoire. Cela veut dire que l'opposition sera toujours à la merci d'un décret ou d'une décision arbitraire. Mes chers compatriotes, c'est la porte ouverte à un parti unique, déguisé, où l'opposition n'existe que par tolérance, non par droit. Cela ne nous ressemble pas non plus. Des langues nationales sont instrumentalisées. Dans l'article 5, on proclame que toutes les langues nationales sont officielles, aux côtés du français. À première vue, cela paraît être une avancée, mais en réalité, c'est une bombe en retardement. Quelle langue sera utilisée devant les tribunaux? Quelle langue primera en cas de contradiction juridique? Les traductions, les formations, les interprétations créeront des conflits sans fin. Dans un pays déjà miné par des tensions ethniques, cette disposition risque d'aggraver des divisions et de fragiliser l'unité nationale. Des conséquences lourdes pour la démocratie et pour le peuple de Guinée. Si le projet de constitution est adopté, la Guinée connaîtra la dilution des responsabilités et la confusion institutionnelle. La ruine budgétaire, l'endettement excessif, le bradage de nos ressources à cause des milliards engloutis dans les institutions inutiles. L'affaiblissement des libertés, où chaque droit est soumis au bon vouloir du pouvoir. L'étouffement de l'opposition politique, le renforcement d'un régime autoritaire avec un président sans limite et sans contrôle. Cela non plus ne nous ressemble pas. La leçon de l'histoire. En 1958, jusqu'à aujourd'hui, en 1958, la Guinée s'est retrouvée face à un choix qui est similaire à celui de maintenant. Le colon français avait tout verrouillé, contrôlait l'administration, manipulait les élites intellectuelles, coutumières et religieuses. Il croyait avoir fait un fichier à son image. Il y avait de la corruption.
il y avait de la peur. Et pourtant, malgré leurs divergences, malgré leurs contradictions, tous les partis politiques guinéens à l'époque se sont unis pour dire non au référendum du 28 septembre 1958. Ce non fut massif, sans appel. Ce non a ouvert la voie à l'indépendance de notre pays et en Guinée et en Afrique. Comme en 1958, la majorité des Guinéens voteraient non. Certes, cette majorité est aujourd'hui silencieuse et sous le poids de la peur de disparaître ou d'être enlevée, torturée et jetée. Mais on n'invite pas son peuple à la résignation. On n'invite pas son peuple à étouffer sa conscience. On ne demande pas à son peuple de baisser les bras. On l'invite au combat. On l'encourage à se battre pour sa dignité, pour sa liberté, pour sa vie tout court. En 1958, nos devanciers n'avaient ni Internet, ni téléphone, ni réseaux sociaux. Ils sillonnaient le pays à pied, à bicyclette, en pirogue, pour convaincre et mobiliser. Et ils ont réussi. Alors, comment pouvons-nous échouer, nous, aujourd'hui? Nous qui avons WhatsApp, nous avons Facebook, Twitter, TikTok, et que sais-je encore, qui nous permettent de parler en direct avec les populations de ce pays, à l'intérieur comme à l'extérieur. Nous qui pouvons mobiliser en un clic ce que nos dévanciers mettaient des mois à parcourir. Si eux ont dit non en 1958, malgré la violence, la corruption, les intimidations, nous devons dire non en 2025. Quel que soit l'autoritarisme du régime actuel. La faillite du boycott dans notre pays. À chaque fois que l'opposition a appelé au boycott, elle a affaibli le peuple. Elle a demandé au peuple de renoncer à son droit de s'exprimer sur des questions qui concernent directement leur vie. Elle l'a fait en 2001. Rappelez-vous que c'était au temps du général Lansana Conté. Elle l'a aussi fait en 2020, lors du référendum d'Alpha Condé. Et après, cette même opposition invite les populations à voter pour elle, pour leur candidat, aux élections organisées en vertu des constitutions dont les référendums ont été boycottés. Chaque fois, le boycott a permis aux manipulateurs de triompher. Chaque fois, la Guinée a payé le prix le plus élevé. Aujourd'hui, nous ne répéterons pas l'histoire, les erreurs du passé. Aujourd'hui, nous disons aux Guinéens, allez voter, mais votez non. Un non pour sauver la Guinée. Chers compatriotes, si nous disons non, nous rejetons l'impunité et l'immunité des bourreaux. Nous rejetons la confiscation du pouvoir. Nous protégeons nos enfants contre une dictature constitutionnalisée. Nous écrivons une nouvelle page de notre histoire, une page de dignité et de liberté. Le non, c'est la Guinée. Le non réaffirme le choix de nos aînés. Cela nous ressemble. Nous avons commencé cette campagne ici à la Maison de la Presse. Nous la terminons ici. Mais la bataille, elle, continue demain, après-demain et jusque dans les urnes. La Guinée a rendez-vous avec l'histoire. En 1958, nos parents ont dit non à la domination coloniale. En 2025, nous devons dire non à la dictature constitutionnalisée, non à l'impunité, non à la manipulation, non à la confiscation de nos libertés, non à la confiscation du pouvoir. Le 21 septembre, je vous appelle, au nom du Bloc libéral et de la CPR, à voter massivement non et se constituer en sentinelle, comme en 1958,
pour protéger votre vote. Le non, c'est la dignité. Le non, c'est la justice. Le non, c'est l'avenir. Que Dieu bénisse la Guinée et accompagne le peuple dans sa marche vers la liberté.